Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, on va parler vie scolaire. Vous savez, c'est tout ce qui se passe dans un établissement en dehors de la salle de classe, mais qui est tellement important pour que les choses se passent bien à l'intérieur de la salle de classe. Sandra Baudin en a été garante de la vie scolaire en tant que CPE pendant 20 ans. Elle est l'invitée du Grand Oral à l'occasion d'un livre passionnant qu'elle publie. L'anti-sèche des Maguessel ou la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est la Saint-Valentin. On est le 14 février et pour l'occasion, Emma a relu ses classiques aidée par le magazine Virgule. Elle vous dira tout sur les couples les plus célèbres de la littérature. L'heure de la récré, toujours avec Emma, direction le Canada. Une belle histoire de loto. Et puis enfin, nous avons rendez-vous comme chaque semaine avec Amélie Paris pour les années collège. Notre prof documentaliste préférée va nous parler de la Saint-Valentin au collège. Une occasion d'y parler d'amour. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. Si, comme nous, à la quotidienne, vous vous méfiez des yakas et des faucons lorsqu'on parle d'éducation, eh bien, vous allez être servi avec notre invitée du jour. Elle a passé 20 ans à l'éducation nationale comme CPE dans des collèges et elle publie un ouvrage précieux pour les parents comme pour les personnels d'éducation. Un ouvrage qui ne donne pas de leçons, mais qui propose des pistes dont chacun peut s'emparer. Son titre, Relations éducatives selon l'approche Palo Alto, sous-titre Les tribulations d'une CPE au collège. Il va sortir le 21 mars aux éditions Henrik B. C'est donc une exclusivité School TV. Sandra Baudin en est l'autrice. Sandra, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. CPE, conseillère principale d'éducation, vous avez exercé ce métier pendant 20 ans. Métier méconnu, dites-vous. Oui. Vous avez l'impression qu'il est encore marqué par le poids de la blouse grise et de la férule du surveillant général, le surgé des années du XXe siècle. Oui, oui, très peu connu, effectivement, mais même à l'intérieur de l'éducation nationale. J'ai souvent été surprise par une forme de méconnaissance même de mes collègues par rapport aux fonctions du CPE, au rôle du CPE. Et effectivement, je pense qu'il y a une espèce de nostalgie du surgé en blouse grise qui va faire autorité un petit peu et redresser, mettre tous ces petits chérubins dans le droit chemin. Donc oui, c'est pas un métier très connu, oui, effectivement. Alors que c'est un métier, si on le dit très rapidement, qui est un métier, d'abord il y a du management, parce que vous avez des équipes C'est ça, une équipe d'assistants d'éducation, dont tout le service vie scolaire à organiser, quoi. Et alors il y a à la fois toute la partie, j'allais dire, légale, donc les absences, les présences, l'organisation, etc. Mais il y a quand même une notion d'animation aussi, et puis d'écoute des élèves. C'est ça, animation éducative. On est aussi un peu un lien entre les différentes professions dans l'établissement scolaire, puisque les enseignants, le service médico-psychologique, enfin les assistants sociaux, la direction. Voilà. Donc on fait le lien un petit peu entre tout le monde, et puis aussi avec les parents. On est un peu aux premières loges d'ailleurs quand on reçoit les demandes des parents, c'est souvent à la vie scolaire qu'on s'adresse. Donc voilà, donc on fait ce travail de lien, on travaille en partenariat avec les collègues et voilà, on assure le suivi des élèves. Et ça reste assez méconnu. C'était pas évident de faire sa vie pour vous dans les écoles, vous n'aviez pas adoré en tant qu'élève? Non, c'était pas spécialement. Oui, c'est un peu ce que je disais dans le livre, c'est un petit peu maso quelque part d'avoir fait carrière à l'école. Vous écrivez pas maso, si mes souvenirs sont bons, mais je vous le laisse. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu. Du plus loin que je me souvienne, l'école n'a pas été pour moi un milieu très confortable. J'adorais l'image comme un pull qui gratte et dont le col est trop serré. Donc on voit tout de suite le truc, quoi. C'est ça, exactement. Voilà, j'étais pas spécialement hyper à l'aise à l'école, mais voilà. Donc oui, c'est pas pour l'amour de l'école, je pense que j'ai épousé ce métier. C'était plus vraiment une passion pour les relations, les êtres humains et voilà ce qui se passait entre les gens, quoi, en fait. Alors, je donnais justement le titre du livre, Les relations éducatives selon l'approche de Palo Alto. Et donc, le cœur de cette fameuse approche de Palo Alto, c'est la notion de relation. Donc, Palo Alto, comme la ville aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et où il y a Stanford, avec une école de psychologie extrêmement connue qui a donné naissance à cette école. C'est ça, exactement. Le Mental Research Institute. Voilà, donc l'école de Palo Alto, c'est une approche vraiment qui est intéressante, interactionnelle, systémique. Et c'est vrai que alors moi, j'ai découvert cette approche-là vraiment par hasard. En plus, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que dans ma formation initiale, mais même dans les formations continues qui sont proposées par l'éducation nationale, j'ai absolument jamais entendu parler de l'école de Palo Alto. Et donc, c'est vraiment par hasard. Je suis tombée sur un TEDx d'Emmanuel Piquet quand je cherchais des solutions. Emmanuel Piquet, qu'on connaît beaucoup aussi pour tous ses travaux sur le harcèlement scolaire. C'est ça, exactement. Une voie importante de la lutte contre le harcèlement scolaire en France. Exactement.
Exactement. Et donc, c'était justement par rapport à cette question que je cherchais des outils un petit peu en surfant sur Internet, etc. Et donc, je suis tombée sur ce TEDx et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai eu l'impression qu'elle mettait des mots sur des choses que je percevais, mais que j'arrivais pas vraiment à matérialiser, à comprendre, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche, c'est pas des recettes. Et d'ailleurs, vous le dites vous-même, vous avez exercé dans plusieurs établissements, 5 si mes souvenirs sont bons. Et ce qui marche ici peut ne pas marcher là. C'est-à-dire que même vous, dans votre vie de CPE, vous pouvez pas vous dire, tiens, j'ai trouvé le truc, j'applique la recette machin. Ah oui, puis je l'ai fait, effectivement, je me suis cassé la figure. C'est-à-dire que, voilà. Et encore, il y a des choses qui ont très très bien fonctionné dans des établissements et puis pas du tout dans un autre parce que, oui, il faut prendre en compte le système, en fait. C'est vraiment ça. Il faut vraiment avoir cette vision de système et on n'est pas tout seul, en fait, à faire les choses. On est vraiment relié aux éléments de ce système et on ne peut pas faire sans. Donc. Alors, on va raconter un peu comment il marche ce système, ce que vous faites dans le livre, une approche, vous l'avez dit, systémique et interactionnelle, celle de Palo Alto, que Sandra Baudin a découvert à force de chercher des solutions. Elle est au cœur du livre qu'elle publie dans quelques jours. C'est le 21 mars, la sortie du bouquin. C'est ça, 21 mars. 21 mars, vous pouvez d'ores et déjà le réserver. On va continuer à en parler, mais pour l'instant, l'anti-sèche chez Magessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes donc le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et pour l'occasion, dans l'Anti-Sèche, vous allez nous parler des couples les plus célèbres de la littérature. Et oui, c'est le magazine Virgule qu'on adore dans la quotidienne. Vous savez, qui publie un numéro spécial Saint-Valentin avec donc les couples les plus célèbres de la littérature, de la Grèce antique jusqu'au 19e siècle. Alors on commence par un des plus anciens. Ulysse et Pénélope, que l'on croise dans l'Odyssée de Homère. On est au 8e siècle avant Jésus-Christ, ça fait un petit bail quand même. La rencontre entre Ulysse et Pénélope, c'est ce qu'on appelle un vrai coup de foudre. En voyage à Sparte, Ulysse a d'abord prévu d'épouser Hélène, la plus belle des mortelles, mais un regard vers Pénélope et c'en était fini. Pauvre Ulysse Hélène. et elle sont de retour à Ithaque. Ils deviennent respectivement roi et reine. Ouais, sauf après, il y a la guerre de Troie qui éclate. Ulysse qui doit partir pour son Odyssée. Et il part pour quelques années quand même. Pour 20 ans, voilà. Et Pénélope elle va l'attend. tisser, c'est ça. Exactement. Ouais. Alors que les prétendants ne manquent pas, elle tisse. Elle leur promet d'en épouser un, mais seulement après avoir fini de tisser son ouvrage. Ah, le linceul, exactement. Sauf que chaque nuit, elle se lève pour défaire ce qu'elle avait produit la veille et donc retarder ce nouveau mariage. Finalement, 20 ans plus tard, Ulysse finit par rentrer et les deux amoureux se retrouvent enfin. Bonne Saint-Valentin. On avance dans le temps et vous pouviez évidemment pas manquer Roméo et Juliette. Qui font la couverture du magazine Virgule d'ailleurs. C'est la peinture de Francesco Hayez, le dernier baiser de Roméo et Juliette. Alors on connaît tous l'histoire de Roméo et Juliette, membres de deux familles rivales, les Montaigu, les Capulet, qui veulent s'aimer quand même. Ils se marient dans le plus grand secret et finissent par mourir tous les deux victimes de leur propre stratagème pour vivre en paix. On connaît tous, mais je ne pouvais pas ne pas les citer, tant ce couple a marqué l'histoire de la littérature. La scène mythique du balcon, par exemple, où les deux amoureux s'avouent leur amour, est une des scènes les plus célèbres du théâtre, de l'histoire du théâtre. Elle en a inspiré d'autres, comme la scène du balcon dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Et la scène du balcon dans West Side Story. Absolument, aussi. Maria, Tony, mais Tony, oui, Maria. bien sûr. Roméo et Juliette, c'est sur des balcons. Un autre couple mythique de la littérature, vous venez de le citer, de l'évoquer en parlant de Cyrano et Roxane. Mais oui, Cyrano aime Roxane, qui aime Christian, qui aime Roxane. Petit exemple de couple à trois. J'aurais pu faire un couple et ça nous aurait réglé le truc quand même. On appelle plus joliment un triangle amoureux dans l'histoire du théâtre, avec une interrogation. La beauté ou l'esprit? Cyrano n'est pas beau à cause de ce roc, de ce pic, de ce cap, que dis-je, ce cap, de cette péninsule qui est son nez, mais il est brillant, il a de l'esprit. Et Christian, lui, il est beau gosse, mais l'esprit, c'est pas trop son truc. Donc Cyrano souffle d'irrésistibles mots doux à Christian pour qu'il les dise à Roxane, sans qu'elle ne se rende compte de quoi que ce soit. Cyrano se sacrifie, ça se termine pas très bien cette histoire, puisque Cristiano meurt à la guerre et Cyrano ne dit pas la vérité pendant 15 ans. 15 ans après lesquels il finira par lui avouer son amour, mais c'est trop tard, il meurt juste après. Voilà, encore une histoire qui se termine bien, comme Roméo et Juliette. Et vous vouliez encore nous parler d'un couple qu'on connaît un peu moins bien, pourtant quand même, Bernardin de Saint-Pierre, c'est pas un inconnu total. Paul et Virginie. Paul et Virginie, mais oui, roman écrit par... Les amours d'enfance, les paradis perdus. 1789, Paul et Virginie sont élevés ensemble à l'île Maurice. Ils tombent amoureux pendant l'adolescence, sauf que Virginie doit rentrer en France. Elle y restera 2 ans. Et lorsqu'elle part pour retrouver Paul, son bateau fait naufrage près de l'île. Sur les côtes, elle se jette à l'eau tout habillée et se noie.
parce que ses vêtements sont trop lourds. Et Paul meurt 2 mois plus tard. C'est ça qui s'est voilà, passé. pas fou l'histoire, mais je vous en parle parce qu'à l'époque, le roman est un best-seller en France et même à l'étranger. C'est le premier livre en France à avoir été décliné en produits dérivés. Des tableaux, des gravures, des cartes postales, du tissu. C'est un peu la Reine des Neiges, mais version 1789. Message personnel à la professeure qui m'a fait passer cet oral sur Paul et Virginie à la Sorbonne il y a 35 ans. Effectivement, je ne l'avais pas lu en entier, je ne savais pas pour la noyade. Voilà. Merci quand même pour le 10 sur 20, c'était super sympa. La suite, non mais c'est l'heure des aveux. Le dossier de Virgule se termine par 2 héroïnes, les 2 Emma, les plus célèbres de la littérature. Des 2, bientôt 3. Donc vous aurez publié votre premier roman. Alors, on a Bovary. Alors, Emma Bovary, qui s'ennuie sec avec son mari Charles et qui finit par se suicider car elle croyait un peu trop au roman à l'eau de rose qu'elle lisait. Et Emma, héroïne de Jane Austen, qui, elle, faisait l'éloge du célibat. Elle jouait les marieuses. Elle était persuadée qu'elle pouvait très bien vivre seule et qu'elle voulait pas se marier. Et elle finit par comprendre qu'elle est amoureuse de Mr. Kingsley. Et ils finissent ensemble. Ouais, toujours une happy end avec une Emma, c'était sûr. Voilà, et alors attendez, pour finir, est-ce que vous voulez des synonymes du mot draguer? Parce que ça, c'est aussi dans Virgule. Donc, au Moyen-Âge, on draguait pas, mais on alourdait, on galait, et au fil des siècles, on comptait fleurettes, on coquetait, on enjolait, et bien plus tard, on flirtait, et aujourd'hui, on chine. On chine? Ouais. Wow. Vous voulez chiner, Emmanuel? Je ne savais pas. Non, moi je ne chine jamais. Et je relève néanmoins que ça se finit toujours bien avec les Emma. Et donc, si on avait eu Cyrano et Emma, Roméo et Emma, etc., finalement, on aurait moins... une happy end. Eh ben, on aurait moins pleuré dans l'histoire. Emma, merci beaucoup. Et joyeuse Saint-Valentin. Grand oral, Sandra Baudin. Je crois que si nous glissions un peu de plus de Palo Alto dans les relations éducatives à l'école et à la maison, l'impact pour les futures générations serait très positif puisque les outils issus de cette école sont transposables dans tous les domaines de la vie d'un adulte. C'est un extrait de Relations éducatives selon l'approche Palo Alto qui vient de paraître, non, qui va paraître d'ailleurs incessamment, c'est le 21 mars aux éditions Henrik B. Sandra Baudin en est l'auteur. Un point extrêmement important, c'est vrai que moi quand j'ai ouvert le bouquin, je me suis dit, ah bah tiens, on va me donner des leçons. Non, vous commencez en disant, c'est pas la Bible, le Palo Alto. On ne change pas ce qui fonctionne et ne génère aucune souffrance. Ça, c'est votre mantra absolu. Ah bah, c'est la base de Palo Alto. C'est-à-dire c'est vraiment... et c'est d'ailleurs assez intéressant quand on transpose ça dans le milieu scolaire, puisqu'on a plutôt l'habitude de faire ce qu'on nous dit et d'appliquer des recettes en fait à l'école. On nous apprend c'est comme ça qu'on règle le problème, c'est telle solution à appliquer. Et c'est vrai que là, c'est pas du tout le cas. Et en fait, que ce soit sur la question de l'autorité, que ce soit sur la question de toutes les questions qui peuvent parfois créer un peu de tension, quand donc ça si marche... je caricature, si on est dans un établissement un peu, un peu autoritaire, mais où les enfants ne sont pas en souffrir, etc., et que ça fonctionne et qu'ils apprennent des choses, qu'ils sont épanouis, voilà, il n'y a pas de raison de faire autrement. On bouge. Et à contrario, si ça fonctionne mieux avec, je ne sais pas, des classes en îlot, des pédagogies hyper impliquantes, etc., pareil, on ne le bouge pas. Dans les mots-clés de cette approche de Palo Alto, il y en a un premier qui va à la personne. Alors, vous voulez appliquer à vous-même, mais ça vaut pour tout le monde, c'est l'écoute. Et notamment, alors, il y a l'écoute de l'autre, mais l'écoute de soi-même aussi. L'écoute de soi-même, c'est ça. Les interactions, elles ne sont pas que avec les autres et le monde, en fait. On est en interaction, en relation avec nous-mêmes, avec nos émotions, avec nos pensées. Et d'ailleurs, même, c'est souvent la première chose qu'il va falloir aller voir quand il y a souffrance, pour pouvoir ensuite imaginer mettre des choses en place avec le monde extérieur et les autres. Sinon, on se bloque. Sinon, c'est bloqué. En fait, une émotion débordante, ça va être difficile de mettre en place des choses en extérieur si nous, on est déjà débordé par nos propres émotions. Donc, il va falloir d'abord aller écouter ce que cette émotion a à nous dire et puis accueillir tout ça pour pouvoir faire diminuer l'intensité de l'émotion et ensuite se tourner vers l'extérieur et peut-être réguler nos relations avec les autres et avec le monde si besoin. Je fais de mémoire, mais vous dites que s'il y avait dans les collèges, un peu comme dans Harry Potter, une salle où on peut aller pour se défouler un bon coup avant de revenir, ça pourrait faire du bien. Quoi. Ça pourrait faire du bien. Je vais dans la pièce d'à côté, je hurle un bon coup, et puis je reviens. Oh, chère Sandra, comment allez-vous? Souplesse et stratégie dans les mots-clés aussi. C'est ça, souplesse et stratégie, oui. Ah oui. En fait, c'est ça. Je pense que c'est vraiment aussi le cœur de cette approche. C'est vraiment ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut servir toute la vie. Donc, ça fait partie des choses dans les relations, par exemple, avec les autres. Apprendre un peu de stratégie, un peu de souplesse. L'autodérision aussi, c'est très important, à mon avis. Semer ça auprès des enfants, ça leur permet d'être beaucoup plus agiles dans les relations dans toute leur vie, en fait. Il y a un mot qui revient beaucoup dans le livre, c'est la notion de confiance. Oui. Avoir la confiance. Simplement, ça ne se décrète pas. Comment concrètement ça se construit, la confiance? Alors,
j'allais dire en général, mais surtout dans un établissement scolaire? Moi, je pense que c'est vraiment avec des micro-interactions du quotidien, en fait. C'est vraiment ce travail de fourmi. Moi, je l'ai ressenti de cette manière-là, en tout cas. C'est vraiment de cette manière que je construisais la relation avec les élèves et même avec les parents, en fait. Pas hésiter à faire un petit retour dès qu'il y a une petite inquiétude, rappeler, passer des coups de fil, prendre des nouvelles quand il y a quelque chose. Toutes ces choses-là, elles sont hyper importantes. Et c'est vraiment un travail de fourmi dans le quotidien. Et c'est comme ça qu'ensuite... Et alors, la deuxième chose par rapport aux enfants, pour construire la relation de confiance, leur demander leur avis et savoir, eux, qu'est-ce qu'ils voudraient pour résoudre un problème, par exemple. C'est-à-dire que leur faire confiance, avoir confiance en leur propre capacité, en fait. Parce que souvent, on a tendance à vouloir régler les choses, gérer les choses à leur place quand ils nous amènent une problématique. Et en fait, ne pas agir tout de suite et leur dire, mais toi, qu'est-ce que tu voudrais pour qu'on règle ton problème, pour te sentir mieux, tu as besoin de quoi? Ça, c'est déjà quelque chose de très important, je pense, pour la relation de confiance. Vous suggérez que chacun se fabrique sa propre boîte interactionnelle. Oui. J'aime bien l'image. Oui, c'est quoi une boîte interactionnelle? C'est l'ensemble des techniques ou des outils qui fonctionnent pour moi? C'est ça, exactement. C'est ça, c'est dans la petite histoire, c'est vraiment ça. La petite fille, elle a une boîte interactionnelle et donc, au fur et à mesure de nos expériences en relation, les relations mais dès la maison avec les frères, les sœurs et puis après avec l'école, on fabrique cette boîte-là. Parfois, ça fonctionne pas. Et en fait, c'est ça qui pose souci, c'est qu'on a des enfants, par exemple, qui arrivent à l'école, on n'apprend pas les relations. C'est pas quelque chose, c'est pas une matière de l'école, les relations. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que finalement, on envoie nos enfants à l'école et ça, on ne travaille pas. Donc, ils sont plongés là. Donc, il y en a qui vont. Y compris pour faire des citoyens, c'est-à-dire être en relation avec autrui dans un champ social et politique. Et ça, on n'apprend absolument pas. Voilà. Et quand ça fonctionne, c'est très bien. Et quand ça coince, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça peut générer beaucoup de souffrance. Sandra, quand vous m'avez répondu sur la boîte interactionnelle, vous avez dit dans la petite histoire, et donc je décode tout ça, c'est parce qu'en fait, dans le bouquin, il y a un certain nombre de témoignages, de scénettes, en quelque sorte, elles sont en italique d'ailleurs, qui rapportent, qui reconstituent des situations réelles que vous avez vécues ou qu'on vous a rapportées dans des établissements scolaires. Vous avez exercé dans 5 établissements différents et je le rappelle, et là je vous cite, j'ai pris conscience que certaines solutions que j'avais expérimentées et qui avaient fonctionné dans un établissement ne donnaient pas du tout les mêmes résultats dans un autre. C'est un extrait du bouquin. Il y a quand même quelques chantiers qui mériteraient d'être ouverts. On va les explorer juste après la récré. La récré, c'est important dans un collège. C'est très important, c'est essentiel même. C'est le plus important. La quotidienne aussi. Emma Guessel. Sandra l'a dit, c'est le moment le plus important de l'émission, l'heure de la récré. Vous nous racontez une histoire extraordinaire qui est arrivée à une jeune adulte canadienne. Elle s'appelle Juliette. J'ai dit une enfant en intro, en fait. Une enfant, une ado, une jeune adulte, elle a 18 ans. Juliette Lamour, elle s'appelle. Elle est étudiante. Pour la Saint-Valentin. Pour Saint-Valentin, vous avez vu? Vous êtes trop forte. Oui, je sais. Non, je rigole. Elle est étudiante en biologie. Et quand elle a eu 18 ans, son grand-père lui a dit « Écoute, tu viens d'être majeure, va t'acheter un billet à la loterie et tu tentes ta chance. » C'est ce qu'elle a fait. Et elle a gagné 32 millions d'euros. Non. Si, je vous jure. Du premier coup, avec mes amis, on joue au loto. Je sais que Marine, notre producteur, elle joue au loto. On est déjà hyper heureux de gagner 2 ou 3 euros. Je suis d'accord. On s'applique pour les gagner, ces 2 ou 3 euros. Et là, hop, du premier coup, 32 millions d'euros. Complètement dingue. Non, c'est complètement dingue. Et alors, en plus, elle n'a pas compris tout de suite qu'elle avait gagné parce qu'elle a joué. Elle a oublié. Elle n'a pas pensé à vérifier le résultat. Et en fait, elle a appris... C'est dingue. Et en fait, elle a appris que le gagnant se trouvait dans sa ville. Donc, elle s'est dit, tiens, quand même... Je vais aller vérifier. Au cas où. Et c'est comme ça qu'elle a appris qu'elle avait gagné 32 millions d'euros. C'est la plus jeune gagnante d'une telle somme à la loterie canadienne. Donc elle a dit qu'elle allait continuer à faire ses études, bien sûr. Elle allait voyager avec ses parents, faire plaisir à sa famille. Et voilà, qu'elle ne voulait pas tout dépenser, elle voulait économiser son argent. En même temps, 32 millions d'euros. Ouais, Emma, merci beaucoup. Juliette, on est très très content pour vous et pas du tout jaloux. Voilà. Je fais Pinocchio, ça, on a compris que c'était Pinocchio. On a compris que c'était Pinocchio. Emma, merci beaucoup. Merci à vous. Grand oral, Sandra Bodin. Elle a été CPE pendant 20 ans. Elle est aujourd'hui psychopraticienne en thérapie brève. Sandra Bodin est l'invitée du Grand Oral pour le livre qu'elle publie aux éditions Henrik B. Vous avez des mots sur votre départ de l'Éducation nationale qui font un peu froid dans le dos quand même. Je cite « Je pars dans l'ombre et le silence. Je m'efface, je m'évapore, comme tous ceux qui choisissent de quitter l'Éducation nationale. » Oui, c'est un peu dur. On est radié des cadres de la fonction publique et puis, voilà, c'est
quelque chose qui s'efface un petit peu. Donc, écrire ce livre, moi, ça a été un petit peu pour moi le moyen de rendre hommage finalement à la CPE que j'étais et puis à ce travail-là, quoi, et tout ce que j'ai acquis pendant ces 20 ans, parce que finalement, on fait beaucoup de choses pendant... Enfin, vous avez quand même le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance institutionnelle. Non, pas énormément. Okay, pas du tout, j'aime bien. Voilà. On va traduire. Je fais de la traduction français-français. C'est pas... Non, c'est un choix. Et puis c'est un peu honteux, c'est un peu bizarre de quitter l'éducation nationale. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu particulier, on n'ose pas trop en parler, quoi. Ouais, vous avez lâché l'affaire. Donc voilà. Et effectivement, oui, il y a un moment donné. Après, les raisons qui m'ont amené à quitter, c'est 2 choses. Hein. Déjà, il y a cette passion, en fait, vraiment pour Palo Alto, quoi. Vraiment, c'est-à-dire vous avez changé de métier, en vrai. Voilà, exactement. Je reste quand même dans l'accompagnement et le conseil, finalement, toujours. Hein, il y a ce lien-là, l'autre. Vous avez changé de cadre d'exercice du même métier. Avec plus de liberté et peut-être, voilà. Dans les messages importants du livre, il y a l'idée que c'est bien d'être soi-même, de tomber le masque aussi. Vous racontez quand vous êtes autorisé à danser avec des élèves. Oui. Moi, ça m'a évoqué ce que Mara Goyer écrit dans son dernier livre, et on l'a accueilli sur ce plateau, où elle disait, mais je fais aujourd'hui, au bout de 20 ans d'exercice, des trucs que je n'aurais jamais osé faire. Et elle parlait aussi de ça, de tomber le masque. C'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment. On dit trop au personnel d'éducation. Voilà, il faut... c'est une injonction. C'est une injonction, c'est ça ? Très, très forte quand on entre dans la profession. On vous dit une des premières choses qu'on nous dit, c'est ça. Tu fais attention, au début, tu tiens bien, hein, et puis après, tu relâcheras. Mais d'abord, il faut tenir. Et puis, il y a vraiment ce truc de on n'est pas là pour les aimer, ou alors il faut faire attention. En fait, c'est comme si c'était une espèce de risque, ce truc de se faire bordéliser, ou je sais pas se faire respecter. C'est une pression qui est assez énorme, en fait, quand on arrive. Moi, j'ai commencé, j'avais 25 ans, blondinette, 1m60, et CPE, ils se sont tous dit, ça va être la catastrophe, en fait. Elle va pas se faire respecter du tout. Et en fait, c'est pas ça, le respect. Ça passe par plein de choses différentes. Et puis, chacun construit son modèle, en fait. Voilà. Et alors ça, c'est très important. Chacun construit son modèle. Vous décrivez des scènes où vous dites, parfois, les enseignants venaient me voir, un peu, j'allais dire, à l'ancienne, un peu le rôle du surgé, quoi. Genre, ça bordélise dans ma classe. Sandra, viens aider, s'il te plaît. Et vous avez dit, que ça vous arrivait de le faire, que ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'on est un tiers dans une relation, en fait. C'est ça. Et dès ça que vous ne peut pas fonctionner. Et oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand j'interviens parfois, j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec une classe de seconde. Et je parle de ça, je leur explique. Vous vous rappelez, ils ont tous cette anecdote-là du CPE ou du chef d'établissement qui intervient pour dire ça suffit maintenant, vous arrêtez. Et je leur demande ça marche ou pas. Et ils me regardent tous en rigolant. Non, ça ne marchait pas. Et ils le savent, en fait. Mais je pense que c'est des anciennes croyances. C'est une espèce de nostalgie, comme je disais tout à l'heure, de cette autorité charismatique qui va venir faire peur. Il y a peut-être aussi un peu de fatigue de certains enseignants qu'on peut très bien comprendre qu'à un moment donné, là, j'en peux plus. C'est sûr. Venez m'aider. C'est-à-dire que la solitude dont vous parlez, vous, eux, la vivent aussi, quelque part. C'est ça, mais tout à fait. Sauf que, effectivement, c'est compliqué d'expliquer que... Effectivement, c'est hyper important d'être solidaire dans un établissement scolaire, de se serrer les coudes et d'être ensemble. Mais travailler ensemble, ça ne veut pas dire faire à la place. C'est exactement comme l'accompagnement d'un enfant. C'est ça. On l'accompagne mieux si on est à côté de lui et pas entre lui et le monde. Et c'est pareil pour cette question de l'autorité. Des belles phrases de pédagogues comme Kortchak de mémoire autour du thème « Aide-moi à faire tout seul ». Comme message de l'enfant, message un petit peu important. On a cité Emmanuel Oui, c'était Emmanuel Piquet. Oui. Tout à l'heure, s'il y a bien un domaine dans lequel l'approche de Palo Alto serait d'une aide extrêmement précieuse pour apaiser les souffrances, c'est celui du harcèlement en milieu scolaire. Oui. Ah oui, complètement. Moi, j'ai essayé de mettre en place cette méthode, justement, mais à mon échelle, dans mon petit bureau de CPE, etc., parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour moi, c'est pas antinomique avec ce qui se fait, c'est pas contraire, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire à ce qui est mis en place dans l'institution. Et je pense que c'est dommage de se priver de cet outil-là, parce que ça nous permettrait vraiment de prendre la question du harcèlement dans toute sa diversité, quoi, en fait, et d'apporter des solutions différentes. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'éducation nationale n'est pas prête, vous l'écrivez, à investir cette approche résolutoire, pragmatique et responsabilisante qu'est l'approche de Palo Alto? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez essayé, on vous a rembarré? J'ai essayé en fait Alors, on m'a jamais empêché de mettre en place. On a quand même une forme de liberté quand on est dans notre établissement, comme l'enseignant a une liberté pédagogique. On a aussi, en tant que CPE, une certaine liberté. On met en place des choses. Mais moi, je trouvais ça vraiment intéressant. J'avais des collègues qui étaient très curieux. Mais vous avez senti que ça n'enclenchait pas. J'ai essayé d'aller plus loin, mais ça n'est pas possible. Je pense qu'il y a plein de questions que je peut-être ne maîtrise pas moi-même, mais il y a une question financière aussi, parce que ça nécessiterait de former les gens de manière
très complète. Et comme la formation est... Et c'est pas évident, ça demande un gros investissement. Bon, c'est pas d'actualité. Tout ça est encore dit de manière extrêmement polie. En fait, ça ne fonctionne pas vraiment très bien. Sandra, merci beaucoup. On va accueillir alors une collègue au sens de partenir à la communauté éducative, qui est Amélie, notre prof documentaliste. Emma, merci beaucoup. Merci. C'est notre moment année collège. Les années collège racontées toute cette année dans la quotidienne par Amélie Paris, professeure documentaliste au Collège du Trio. C'est à Paris dans le 18e. Bonjour Amélie. Bonjour. Vous êtes presque collègue, vous faisiez partie de la communauté. Voilà. Sauf que vous avez eu, on peut le dire quand même, des parcours différents. Vous avez été journaliste avant d'être professeur documentaliste. Ouais, voilà. Vous avez été CPE avant de... Et puis on travaille bien en général, les CPE et les CPE. Mais c'est beau, mais c'est beau. Projet commun aujourd'hui, Saint-Valentin, la fête des amoureux que vous célébrez jusque dans votre collège. Et en tant que professeur documentaliste, vous avez fait tout un travail autour de l'amour des amoureux et de leur fête, forcément. Eh bien oui. C'est pourtant pas un sujet forcément facile avec les ados. Non, c'est pas toujours on est d'accord. Non, mais c'est intéressant et ça commence souvent par le début, par les origines de la fête. Ah, racontez-les. Alors, elle se situe pendant la Rome antique. Nous sommes au pied du mont Palatin et c'est ici que s'est déroulées les premières fêtes dites amoureuses, mais vous allez voir qu'elles ne l'étaient pas vraiment. Alors, le 15 février, la population célébrait les Lupercales en souvenir de Romulus et Rémus, mais aussi Lupercus, le dieu de la fécondité. Et c'était une journée festive où étaient regroupées dans un coin toutes les femmes qui voulaient avoir un enfant dans l'année. C'est quand vous expliquez ça, c'est le jour où on sacrifie le bouc ? Alors ça commence comme ça, on sacrifie un bouc sous un figuier planté à l'entrée d'une grotte. C'est très bon pour la fécondité, ça. Oui. Et entraient en scène les Luperques. Donc c'était des prêtres qui avaient le droit de courir à moitié nus et de fouetter avec des branchages ou avec des lanières en cuir toutes les femmes qui voulaient avoir un enfant dans l'année. D'accord. Alors le pape Gélas Ier, bien plus tard, intervient pour mettre fin à cette fête. Et oui, c'est lui qui met fin à cette fête païenne et qui instaure en 495 une fête à la gloire de l'amour charnel par la célébration d'un saint appelé Valentin, et il choisit comme jour le 14 février. Et pourquoi Valentin ? Alors là, cette fois, on retourne en 270 avec l'empereur romain Claude II, qui lui interdisait aux chrétiens de se marier par peur qu'après ils refusent de s'engager dans l'armée pour ne pas quitter leur famille. Et Valentin, qui était un prêtre engagé, lui ne faisait pas attention à ça et il célébrait dans la clandestinité les mariages. Sauf qu'il s'est fait attraper. Mais oui, évidemment, mais il est mort en héros et en défenseur de l'amour et du mariage. Il se fait exécuter quand même. Et oui, et aujourd'hui, le 14 février, c'est lui que nous célébrons avec la fête des amoureux. Donc, vous pouvez parler histoire de la Saint-Valentin au collège, vous pouvez aussi en profiter pour parler sentiments et sexualité aux collégiens. Oui, surtout que depuis 2001, tous les collégiens et tous les lycéens doivent recevoir 3 heures annuelles d'éducation à la sexualité. Mais sont censés, devraient, pourraient. Oui, parce que on va quand même dire que c'est globalement pas fait. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le récent rapport de l'Inspection générale de l'éducation intitulé « Éducation à la sexualité en milieu scolaire » qui a été rendu public en septembre 2022 et qui indique qu'il serait en fait que 20% des collégiens à avoir reçu ces 3 heures annuelles. Voilà, et c'est 20 heures, je crois, au total sur l'ensemble de la scolarité qui ne sont pas mieux faites que ça. Non. Le ministre, enfin pas mieux faites, peut-être que les 20% qui sont faites sont formidablement faites, bravo d'ailleurs, mais en tout cas il reste 80%. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a d'ailleurs réagi mi-septembre, il voudrait que cette loi soit enfin mise en œuvre. Mais oui, alors c'est vrai qu'au collège, puisque moi je suis dans un collège en 4e, en SVT, on étudie la reproduction, la contraception, la prévention des IST, mais il faut aller évidemment au-delà des aspects biologiques. Et donc avec une collègue de lettres, nous avons l'intention de mener un travail qui va être centré sur les questions de consentement, de harcèlement, de sexisme et de stéréotypes. Tout à l'heure, Emma nous suggérait avec le magazine Virgule des petites lectures de Saint-Valentin. Est-ce que vous, qui adorez les livres, dans votre CDI, il y en a plein, vous en profitez pour les faire lire? Mais oui, alors... Les collégiens? Je vous donne quelques titres récents. Oui. Quand mon orage succombe de Jeanne Bockney-Carl, paru en 2022 chez Marathon Édition. C'est une très belle histoire d'amour, mais aussi de trahison et de dépassement de soi, à lire à partir de 13 ans. Le manga, évidemment. Forcément, si on veut qu'ils lisent. A Sign of Affection de Sue Morishita, paru en 2021 chez Akata. Alors c'est un énorme succès au Japon. C'est un manga qui met en scène la rencontre entre une étudiante malentendante et un grand voyageur. On a un roman graphique aussi sur la famille, les sentiments et le premier amour avec La fille de la mer de Molly Knox Ostertag, paru en 2022. Et pour parler sexualité, le guide gynéco joyeux et décomplexé de Juju la Gigi, paru en 2021 chez First. Décomplexé en effet, on voit ça sur la couverture. Merci beaucoup Amélie. Merci. Ça vous rappelle des souvenirs, non? Ah oui. De mise en œuvre de dispositifs. C'est ça.
ça. Voilà. 4e, tout ça, oui, je vois bien. Merci en tout cas Amélie pour une fois de plus nous avoir fait partager ce moment des années collège qu'est la Saint-Valentin. Relations éducatives selon l'approche Palo Alto, les tribulations d'une CPE en collège, c'est aux éditions Henrik B. Ça sort le 21 mars. Vous voyez, la couverture existe déjà et on peut déjà le réserver sur Internet, donc on le fait. Sandra, merci aussi de nous avoir accompagnés dans cette émission et merci évidemment à toute l'équipe, à Emma Razafin-Dralambeau pour le maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Elle était assistée en régie aujourd'hui par Dylan Coller. C'est Thibaut Goury-Lafont qui était responsable du son et Kylian Soula de la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.